Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir La boîte à merveilles, un roman autobiographique de Ahmed Sfrioui. Ce que nous allons voir aujourd'hui dans un premier temps, c'est la situation initiale et plus précisément, mes chers élèves, nous allons rester avec l'incipit, c'est-à-dire la première page du roman. Nous allons voir ce que Ahmed Sfrioui nous raconte dans ce roman autobiographique. Et par la suite, je vais vous parler des personnages principaux et du cadre aussi spatio-temporel. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la situation initiale est la situation décrite au début du roman. Elle représente le premier élément d'un schéma narratif. Et bien sûr, par la suite, nous avons le nœud, c'est-à-dire l'élément perturbateur qui perturbe la stabilité qu'on a généralement dans la situation initiale. Et nous avons le dénouement qu'on va voir et finalement la situation finale. Donc ici, dans un premier temps, nous avons une présentation des lieux. Nous avons le premier lieu qui est Dar Chouafa, la maison de la voyante, et nous avons le deuxième lieu qui est l'Msid, l'école coranique que Sidi Mohammed a fréquenté quand il avait bien sûr 6 ans. Nous allons donc aussi voir les personnages du récit et comme je vous ai parlé tout à l'heure, nous allons voir le cadre spatio-temporel. Alors, quand je dis spatio, il est relatif à l'espace. Donc, Dar Chouafa, c'est un espace. L'Msid, c'est aussi un espace. Et quand je dis temporel, il est relatif au temps. Vous voyez? Donc, nous allons rester avec le chapitre pour voir que le temps où les actions, ou bien l'action du premier chapitre s'est déroulée est le soir. Et quand il s'agit du roman en général, eh bien, tous les événements se sont déroulés, comme vous le savez, à Fès. Mais avant donc de démarrer, je voudrais absolument vous signaler deux notions extrêmement importantes qui sont le calme et la stabilité et qui marquent la situation initiale. Donc je vous demande de bien vous rappeler tout au long des chapitres premiers, c'est-à-dire dès le premier chapitre jusqu'à chapitre numéro 8, de cette stabilité et ce calme parce qu'ils vont nous accompagner tout au long de cette partie de récit. Maintenant, on va rester avec la lecture. Le soir, quand tout dorme, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais. Moi, je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Dans un premier temps, nous allons constater que le récit se déroule le soir et que Sidi Mohammed, le narrateur, nous fait une comparaison entre les riches, les gens riches, et les pauvres. Les riches ont été décrits comme étant dans leur chaude couverture, mais les pauvres sont sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais. Les riches sont bien couverts, ils ont tout ce qu'il faut, mais les pauvres, hélas, ils sont sur les marches des boutiques, c'est-à-dire qu'ils sont sans abri ou sans maison, et bien sans domicile. Moi, je ne dors pas. Donc le narrateur, il est toujours éveillé. On va découvrir pourquoi. Je songe à ma solitude. Donc c'est un enfant, ou bien c'est un personnage qui est seul. Et j'en sens tout le poids. Donc c'est un sentiment qui est lourd et que le narrateur n'aime pas. Ma solitude ne date pas d'hier. C'est-à-dire que ce sentiment de solitude n'est pas récent. C'est un sentiment qui est ancien. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais. Un petit garçon de 6 ans dressait un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau. Il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas, il veut en faire son compagnon. Les pieds nus sur la terre humide, il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas. Le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougis
balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Et maintenant, nous allons rester avec l'explication de certains mots difficiles, commençant par impasse. Donc, le mot impasse, qui signifie généralement une petite ruelle étroite et fermée. Donc, par exemple, si on accède ou si on visite, si on fréquente cette ruelle, on ne pourra pas sortir de l'autre côté parce qu'on va se retrouver devant un mur. On doit faire demi-tour pour sortir. On va maintenant donc voir le contexte dans lequel le mot impasse a été évoqué. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais. Un petit garçon de 6 ans. Donc ici, l'écrivain parle de lui-même, bien sûr. Et c'est lui qui voit au fond de cette impasse que le soleil ne visite jamais. Bien sûr, le soleil ne va pas avoir accès à l'impasse parce qu'il est étroite et il est entouré de murs de tous les côtés. Et peut-être impasse signifie ici dans ce contexte la vie de Sidi Mohamed étant un enfant seul qui n'a pas d'amis. Donc là, sa vie va être fermée, plus ou moins donc obscure et douloureuse. Et nous avons aussi moineau. Donc le moineau, comme vous allez voir, c'est un type d'oiseau. Voilà. Et on va retourner en arrière pour voir le contexte dans lequel il a été évoqué. Alors, dresser un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau. Il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas, il veut en faire son compagnon. Donc le petit enfant, Sidi Mohamed, il veut attraper un moineau. Il dresse un piège pour attraper un moineau, mais malheureusement, le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau, c'est-à-dire qu'il veut vraiment ce petit moineau. Il ne va pas le manger, il ne va pas le tuer, mais il veut le rendre son compagnon. Donc, on va faire une petite remarque que Sidi Mohamed, cet enfant, est tellement seul qu'il veut faire d'un moineau son compagnon. Vous voyez? Donc ici, il veut illustrer et concrétiser sa solitude bien sûr, en donnant cet exemple. Alors, dans cette petite séquence, Ahmed Sfreoui, ou bien le narrateur Sidi Mohamed, nous apprend qu'il avait peur des rituels, des habitudes de la voyante, de la chouafa. Alors, regardez ce qu'il nous a dit ici. Autour de moi rôdaient les genoux, les démons noirs évoqués par la sorcière et ses amis avec une frénésie qui touchait au délire. Bien sûr, en étant un enfant, il est naïf et puis il croit que les démons noirs qu'il regarde ou bien qu'il imagine ont été envoyés par la sorcière et ses amis alors que, en vérité, la sorcière ou bien la voyante n'a rien contre lui. J'entendis le rire quand par les nuits d'orage, mes index dans les oreilles, je criais les versets tracés sur ma planchette avec un accent de désespoir. Donc la planchette, ça ressemble à ça. Donc c'est une sorte de planche sur lequel on pourra tracer ou écrire les versets du Coran. Les deux pièces au rez-de-chaussée étaient occupées par la chouafa principale locataire. Au premier étage habitait Driss Laoued, sa femme Rahma et leur fille d'un an plus âgée que moi. Elle s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. Rahma faisait la cuisine sur le palier. Nous partagions avec Fatma Bziouia le deuxième étage. Nos deux fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio. Un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leurs aimants de couleur et qui paraissaient pavés de briques. Ils étaient tous les jours lavés à grand eau et frottés au bali de Doum. Les genoux aimaient la propreté. Les clients de la chouafa avaient dès l'entrée une bonne impression.
Impression de netteté et de paix qui invitait à l'abandon, aux confidences, autant d'éléments qui aidaient la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir. Il n'y avait pas de clients tous les jours, aussi inexplicable que cela puisse paraître. Il y avait la morte saison. On pouvait en prévoir l'époque. Brusquement, les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour, se préoccupaient moins de leurs avenirs, ne se plaignaient plus de leurs douleurs des reins, des omoplates ou du ventre. Aucun démon ne les tourmentait. Vous voyez, donc voilà, la dernière partie était consacrée plus ou moins à la description de la maison. Donc voilà, nous avons premièrement la description de la maison et aussi la manière avec laquelle les familles qui occupaient la maison de la voyante ont divisé entre les coins, les chambres et les pièces que constituaient cette maison. Et puis voilà, après nous allons parler aussi des personnages principaux, les relations entre les personnages et bien d'autres détails. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Je vous remercie pour votre attention et d'ici là, portez-vous bien.